Bienvenue à tous sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo. On fait le tour de l'actualité politique et parlementaire. Bonjour Marion. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, le Parlement a voté pour la poursuite de l'opération Sangaris en Centrafrique. Les interrogations sont nombreuses, surtout à droite. Le Premier ministre connaît des difficultés sur le terrain. François Hollande s'est rendu sur place en fin de semaine. En pleine campagne pour les municipales, les membres du gouvernement et les principaux leaders politiques se sont pressés au salon de l'agriculture. Ils viennent pour parler agriculture, certes, mais aussi pour y mesurer leur popularité. Comme chaque semaine, le Plus de l'Hebdo vous fait découvrir un documentaire, l'expérience Blocher en salle cette semaine, l'histoire du leader politique Christophe Blocher, le plus haï, le plus admiré de Suisse. C'est aussi l'histoire d'un face-à-face étrange, singulier entre un réalisateur et un homme de pouvoir. Et Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre du RPR, puis du RPF, de l'UMP, que vous avez quitté en 2007 pour créer votre propre parti, Debout la République. Alors vous êtes maire d'Hyères, dans l'Essonne, et député depuis 1997 en tant que non-inscrit. Alors c'est une tradition dans cette émission, on écoute votre portrait par vos collègues justement députés. Un peu décalé. Quand je dis décalé, c'est avec toujours des idées qui sont à cheval entre la nostalgie, le populisme et un côté très réac par moment. C'est un gaulliste qui s'égare, parce que Nicolas est un ami que je connais bien, puisqu'il a partagé les mêmes combats que moi dans le mouvement gaulliste, mais il s'égare. Et le combat qu'il mène aujourd'hui est un combat qui est à l'extérieur de sa famille, et je le regrette. Je pense que c'est quelqu'un finalement d'assez courageux parce qu'il a pris le risque de quitter l'UMP pour fonder son propre parti. Il est cohérent avec ses convictions, même si je ne les partage pas. Par contre, je trouve qu'il a une vision souverainiste d'un autre temps, à mon avis. C'est un ovni parce que d'abord, il représente un courant politique à lui tout seul. Son petit parti n'a que lui comme représentant. Il était dans le précédent mandat positionné avec plutôt les gens d'extrême droite. Là, il est plutôt positionné avec les gens du centre parce qu'il est non inscrit. Donc je pense que voilà, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qu'il représente vraiment dans le débat politique de l'Assemblée. Alors finalement, vous apparaissez comme quelqu'un d'assez inclassable. Est-ce que ça vous convient ? Oui, parce que je ne considère pas que tous ces personnages que l'on a vus, qui au demeurant sur le plan personnel sont sans doute très sympathiques, mènent la France dans la bonne direction. Et j'ai le sentiment que les Français partagent mon point de vue. Ouais, mais vous êtes, si on entend bien le portrait, un peu seul contre tous. Non, vous savez, il y a déjà 1 million de Français qui ont voté pour moi. Donc je me sens pas si seul que ça. Il y a en 2005, 55% des Français, une majorité, qui avaient voté non à la direction que le pays prend depuis des années. On voit le résultat aujourd'hui en termes de chômage, d'insécurité. Donc vous savez, j'ai peut-être raison avant les autres. Et je crois vraiment que nous avons besoin, en tout cas, de gens courageux dans la vie politique. Et je pense que les Français n'attendent pas que moi, mais d'autres. Et quant à la solitude, il y a beaucoup de personnalités qui nous rejoignent, il y a beaucoup d'adhérents. Ce parti récent commence à progresser, on verra, mais je ne me considère pas du tout seul. J'ai noté gaulliste qui s'égare. Gaulliste quand même, toujours. Celui qui s'égare, c'est le gaulliste qui signe tous les traités qui mettent la France soumise à des technocrates de Bruxelles. Ceux qui se sont égarés, ce sont justement ceux qui sont restés à l'UMP et qui ont trahi la pensée gaulliste. Allez, on commence peut-être notre semaine. On va dérouler un peu tout le fil de l'actualité avec une mise en garde du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a tout d'abord crié très fort contre les Verts qui ont soutenu les manifestations à Notre-Dame-des-Landes. Et puis, il a décidé de calmer le jeu. Rim Benhammer. Au salon de l'agriculture, Jean-Marc Ayrault était très attendu sur un sujet bien loin du monde paysan, celui de la présence des Verts au gouvernement. Ce week-end, le Premier ministre avait rappelé à l'ordre sa ministre du Logement, Cécile Duflot, après son soutien aux manifestations anti-Notre-Dame-des-Landes. Mais désormais, il préfère parler d'unité. Le président de la République a fixé un cap qui est la mise en œuvre du pacte de responsabilité.
avec tout le gouvernement, j'y travaille. Toutes les composantes de la majorité. Donc c'est ça l'essentiel. Et on a besoin de tout le monde, tous ceux qui veulent y participer. Est-ce que les Verts sont On a besoin de tout le monde. Le Premier ministre se serait entretenu tour à tour avec Emmanuel Cos puis Cécile Duflot. Dans les deux camps, le mot d'ordre est le même. Calmer le jeu. Le Premier ministre a demandé de sortir d'ambiguïté. Manifestement, il y avait eu une incompréhension. Emmanuel Cos, notre secrétaire national, l'a eu au téléphone hier. Les ambiguïtés, s'il devait y en avoir, sont levées. Maintenant, essayons de travailler. Pour l'opposition, c'est un nouveau signe de l'affaiblissement du gouvernement. Il n'a plus le choix. Je considère que les Verts n'ont plus leur place au gouvernement. Cette incohérence exaspère tout le monde et rend l'action gouvernementale illisible. Nous avons un Premier ministre qui, aujourd'hui, est terriblement affaibli, n'a plus aucune crédibilité. J'ai envie de dire, c'est soit les Verts, soit Jean-Marc Ayrault, mais il faut que ce soit tranché très vite maintenant. Une décision qui pourrait intervenir après les municipales. Pour beaucoup, ce scrutin pourrait signer la fin des Verts au gouvernement après 22 mois chaotiques. Les écologistes, utiles, nuisibles dans ce gouvernement ou pas? Je vais vous dire, je regardais ces images avec vous et c'est pathétique. Oui, c'est vrai que ça a l'impression que vous êtes un petit peu désespéré. Je ne suis pas désespéré, je suis comme tous les Français. Je trouve ça pathétique. Ces jeux d'appareils, on se croirait sous une 4e République désuète. Ces écologistes qui prétendent avoir des convictions et qui vont à la soupe. Il est renie en restant au gouvernement, notamment ses convictions. Bien sûr, il est renie totalement, mais les Français sanctionneront tout cela. Enfin, ça ne mérite même pas qu'on en parle. Bon, on va quand même en parler un tout petit peu Non, si vous moi, voulez ça bien. m'intéresse pas. Si vous deviez former un gouvernement demain, parce que oui. vous avez été candidat à l'élection présidentielle, quelle place vous laisseriez-vous aux écologistes? Ah mais ce ne sont pas des écologistes, ça. À l'écologie alors? Alors c'est différent. Parce Au que nucléaire, le par défi, exemple. non mais le défi écologique est un défi central du XXIe siècle. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et d'ailleurs souvent la droite ne comprend pas et a laissé, ce que je regrette. L'écologie, le nucléaire par exemple? Non mais le nucléaire, on doit baisser notre part de nucléaire. On doit augmenter la part à terme, mais c'est évident, des énergies renouvelables. Mais pas des énergies renouvelables telles qu'elles sont aujourd'hui. Il faut une percée scientifique. Il faudra une percée scientifique sur le nucléaire, passer à la 4e génération. Il faudra une percée scientifique sur le solaire. Le pays ou le continent qui inventera le panneau solaire à haut rendement énergétique gagnera la bataille du XXIe siècle. Donc c'est autre chose que de savoir si on fume du cannabis, si on soutient Ayrault. La droite a eu tort de laisser à cette espèce de gauche libertaire nulle le monopole de l'écologie. N'a pas L'écologie doit faire partie compris. de tous les discours politiques. Aujourd'hui, c'est un enjeu d'avenir. Bien sûr, parce que le monde est fini. La planète, elle est petite. Et on ne pourra pas ajouter toujours plus de croissance sans la gérer autrement. Donc de l'écologie, oui, mais sans les écologistes. C'est pourquoi j'ai toujours été sans les Verts. Ils ne sont pas écologistes. Ce sont des arrivistes post-68 art. L'écologiste de droite, c'est possible? Mais l'écologiste ni de droite ni de gauche. L'idée qu'on doit travailler autrement et que la croissance de demain viendra par une gestion intelligente des ressources. Et puis pas par le tout marché. Ils nous mettent une taxe carbone en France délirante, alors même qu'ils laissent rentrer des produits dans notre pays et en Europe qui sont produits par la pollution ailleurs. Donc moi je suis pour une taxe carbone aux frontières. Mais là ce sont des écologistes de pacotille. Lundi, l'Assemblée a définitivement adopté la proposition de loi dite Florange. C'était une promesse de François Hollande sur le site d'ArcelorMittal. La loi oblige désormais un entrepreneur à chercher un repreneur pour un site rentable. Une loi quelque peu édulcorée. Les communistes ont préféré une nouvelle fois s'abstenir, tandis que l'UMP a voté contre. Le Sénat avait, lui, par 2 fois rejeté le texte. Alors le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, parle d'un compromis responsable, d'un signal pour marquer qu'on ne peut pas fermer impunément un site rentable. Ben moi j'étais favorable à cette loi. J'ai toujours dit, j'ai visité pendant la campagne présidentielle quantité de sites rentables qui étaient fermés de manière scandaleuse sans que, par exemple, des cadres ou des ouvriers qui avaient un beau projet puissent même le déposer. C'est-à-dire que j'ai visité des entreprises où les dirigeants les fermaient, notamment Lafarge dans Lyon, et ne voulaient pas la vendre parce qu'en fait c'était une entente. Et donc il fallait agir. La loi est un peu timorée, mais moi je ne suis pas sectaire. Elle est trop édulcorée. Elle est trop édulcorée, les communistes ont raison, mais c'est absolument indispensable quand un groupe ferme une entreprise, que s'il y a des salariés qui veulent le reprendre, c'est l'esprit de la participation gaulliste, ils puissent le faire.
On ne peut pas fermer une entreprise et interdire qu'elle soit reprise par quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est du monopole privé. Et le libéralisme ordonné, c'est pas de laisser faire du monopole privé. Est-ce que ce texte va un peu de pair avec le pacte de responsabilité tel qu'on l'entrevoit aujourd'hui entre les entreprises et l'État? Le pacte de responsabilité, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc, c'est un slogan de communication. Évidemment, parce qu'on parlera du chômage, mais d'un mot peut-être sur les entreprises. Mais les entreprises, on en reparlera sur le chômage. Les entreprises, elles ont besoin d'avoir une monnaie moins chère, des charges moins élevées pour pouvoir exporter et vivre. Donc, alors on en reparlera, et si vous voulez bien, on va passer au mardi, le Parlement qui a voté la poursuite de l'opération Sangaris, c'est en Centrafrique. L'issue du vote ne faisait pas vraiment mystère. Par contre, le débat était un petit peu plus animé. Jean-Marc Ayrault a défendu la nécessité de la présence française sur le terrain, mais la droite s'en est prise au chef des armées, au président de la République. Alors je vous propose d'écouter le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et Christian Jacob, c'est le patron des députés UMP. Cette intervention a permis d'éviter la destruction totale de la Centrafrique. L'action et le courage de nos soldats forcent l'admiration. Les conditions sont réunies pour qu'un accompagnement international robuste, militaire, humanitaire et politique permette à la Centrafrique de retrouver le chemin de la paix. D'ici là, il nous revient de continuer à assumer nos responsabilités. Je le sais, c'est un défi, mais c'est aussi l'honneur de la France. Oui, ça va vous choquer, mais le président de la République nous a menti en annonçant une mission courte qui n'a pas vocation à durer. Nous étions partis pour 6 mois, avec au plus 1600 hommes. Votre ministre de la Défense admet du bout des lèvres que cela sera plus long, beaucoup plus long. Vous nous emmenez dans un piège terrible. Terrible car la France ne peut plus partir, sauf à prendre le risque insoutenable de déclencher un génocide pour ce pays. Alors, le vote des parlementaires et la situation en Centrafrique, c'est notre Zoom de la semaine. Bonjour Antoine Glaser. Bonjour. Journaliste, écrivain, spécialiste, oh combien spécialiste de l'Afrique. Vous avez entendu Christian Jacob? Oui, c'est un piège, la Centrafrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une forme de piège dans le sens où la France ne pouvait pas ne pas intervenir quand vous avez des bases militaires comme la base à N'Djamena au Tchad, quelques centaines de kilomètres de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Vous ne pouvez pas ne pas intervenir. En fait, c'est un peu l'histoire africaine, je veux dire, de la France. Et c'est vrai qu'on voit bien, d'un côté, la France n'a pas du tout les moyens qu'elle avait dans son ancien empire et son ancien précaré. On voit surtout que ces grands partenaires internationaux, on a l'impression d'une sorte d'anachronisme historique. Ces grands partenaires la laissent seuls dans son ancien précaré. C'est complètement scandaleux de voir, par exemple, qu'il y a 1,6 million de soldats de tous les 28 pays européens et finalement, ils en envoient à peine et ils ne sont même pas encore sur place. On a parlé de 500, maintenant on parle de 1000. Il faut voir aussi quelles troupes seront vraiment envoyées. Et donc, c'est vrai qu'on a bien vu d'ailleurs, si le président François Hollande il retourne en Centrafrique, c'est bien pour expliquer aux militaires français qu'il y a quand même un objectif. Vous avez voté pour, Nicolas Dupont-Aignan? Je me suis abstenu. Pour la simple raison que j'étais pour l'intervention, parce que même si on peut la critiquer, il y a un moment dans la vie, il faut choisir, sauf à faire de la démagogie politique comme certains. Mais je me suis abstenu parce que j'ai voulu mettre l'accent sur la faiblesse de la loi de programmation militaire. On ne peut pas d'un côté envoyer nos troupes au Mali, j'étais favorable, en Centrafrique, et au même moment préparer un second plan social des armées qui aboutit à démanteler notre outil de défense. Et donc j'ai voulu montrer qu'il y avait une contradiction au gouvernement, comme dans le précédent d'ailleurs, à vouloir jouer à la guerre, si je puis dire, envoyer nos troupes risquer leur peau, et en même temps affaiblir notre armée. Alors moi je suis pour l'intervention, mais je suis aussi pour que la France garde un budget militaire non négligeable, et bien évidemment qu'on sollicite nos partenaires, mais avec beaucoup plus de fermeté. Parce qu'on n'a pas à faire le boulot en Afrique, pour le compte de l'Allemagne, de l'Angleterre et de tous les autres,
sans qu'il y ait une participation au moins financière. Jusqu'à quand la France doit-elle rester en Centrafrique? La présidente par intérim, Catherine Samba-Panza, a appelé la France à rester jusqu'en 2015, les élections présidentielles. Croire, dès le départ, moi j'ai toujours pensé... Non mais on sait bien que... C'est plus intéressant. Non, mais on sait bien que ça ne sera pas... Mais tout le monde sait que ça ne sera pas bref. C'est bien sûr. Tout le monde le sait. Le Mali, la France est encore présente en Côte d'Ivoire, après avoir été très active dans la crise ivoirienne. Il faut savoir que les troupes françaises, quand elles interviennent de façon autonome. Et il y a deux difficultés en Centrafrique. Non seulement ils ne sont pas assez nombreux, c'est bien évident pour une opération avec un pays qui est grand comme la France et la Belgique, ça c'est une première chose. Mais en même temps, il faudrait plutôt des CRS, par exemple dans Bangui, plutôt que des jeunes militaires français qui seront confrontés à une violence à laquelle ils sont pas habitués, avec du matériel qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe, à la situation réelle. Certains parlent d'opérations policières aujourd'hui plus que d'opérations armées. Oui, ça veut dire, en fait, ce pays, la France est intervenue comme du temps des années 70, une petite mutinerie de l'armée centrafricaine, on déploie 500 types dans la ville et ça calme le jeu, mais c'est pas comprendre que ce pays est en déshérence depuis plus de 10 ans, est victime, on parle plus de la guerre du Darfour, mais vous avez des dizaines de milliers de Janjaweed qui sont au nord de la Centrafrique depuis des années, qui sont descendus avec la coalition de l'ancien ex-Seleka, et donc je veux dire qu'ils ne sont pas centrafricains, il y a les opposants tchadiens, c'est un pays en déshérence depuis 10 ans, c'est pas avec ça, c'est pas avec 1600 soldats que vous allez régler les problèmes. Vous pensez que l'ONU va intervenir aujourd'hui? Bien évidemment, mais dans un premier temps, la France elle-même a dit, comme il y a un certain nombre d'États africains voulaient, en disant il n'y a pas besoin des Nations Unies, mais on voit bien que l'opération des Nations Unies, c'est dans 6 ou 8 mois. Il faut une très grosse opération. Il y a plus de 20 000 types, 20 000 soldats des casques bleus des Nations Unies qui sont dans le Kivu, dans le Sam-Kivu, en République démocratique du Congo. Je veux dire, faut aussi, c'est pas possible de rester comme ça. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurisme. Et il fallait intervenir de la part du président de la République. Et il fallait intervenir, il a eu raison. En revanche, il faut que l'on dise la vérité aux Français. On ne peut pas laisser en Afrique des États disparaître. On ne peut pas laisser l'Afrique dans cette situation. J'étais à la présidentielle le seul candidat à parler de l'Afrique, non pas dans un sens postcolonialiste, pas du tout, mais si on n'a pas une vision stratégique en Europe, pas seulement la France, de ce qui se passe en Afrique, on ne pourra pas gérer les dizaines d'années qui viennent. Il faut donc aider à l'installation de régimes, il faut aider à la mise en place de forces africaines, il faut être relayé par l'ONU, il faut une pensée, il faut dire la vérité aux Français. Les forces africaines, c'est un peu ce qui se passe au Mali. Oui, mais si on doit prendre cet exemple, ça ne viendra pas d'un coup. Voilà, et puis vous avez une force, on dit la MISCA des forces africaines, vous avez 6000 soldats dont personne ne parle jamais. Pourquoi? Parce que vous avez 800, puis ils n'ont pas les avions, je veux dire, ils sont pas souvent coordonnés, et ils sont sous-équipés, ils sont pas habitués à travailler entre eux. Vous avez 850 Rwandais, 800 Congolais, d'abord ils sont assez hétéroclites, il y a un problème de coordination, il y a un problème de commandement, il y a un problème ils n'ont pas le matériel nécessaire. Et c'est vrai que quand François Hollande dit on va former 20 000 soldats africains par an, on se demande avec qui, avec quoi, avec quel financement, et surtout une évaluation. Il y a eu un truc qui s'appelait RECAMP, renforcement des capacités de maintien de la paix. Pourquoi il n'y a pas de bilan de ça, puisque la France a formé pendant des années les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je veux dire, parce que souvent j'entends mes concitoyens dans ma ville dire oui, qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Si l'Europe et la France ne gèrent pas cette affaire, c'est la Chine qui le gérera un autre jour. Et ça veut dire des matières premières, ça veut dire une déstabilisation aux portes de l'Europe. Donc c'est fondamental, comme la stabilisation du Maghreb, qu'on ne se désintéresse pas de l'Afrique par une espèce de complexe, de culpabilité liée à la période coloniale. Il faut qu'on arrive à passer, à une autre étape de relation. Je dirais même que, en tant que évidemment spécialiste de l'Afrique, moi je ne vais pas me prononcer politiquement, mais j'ai quand même regretté qu'à cette occasion, quand le Parlement débat de la Centrafrique, qu'on ne débatte pas justement de la France en Afrique. Quels sont ses intérêts stratégiques et économiques à très long terme? Le problème de l'Afrique du Nord, je vais dire, ce sont les voisins. Tous les autres pays du monde considèrent que c'est à l'Afrique de faire le boulot. Et bien au moins que ça soit clair qu'il y a des troupes françaises, mais au moins qu'il y ait un retour pour au moins le contribuable se dise pourquoi il y a des militaires sur le terrain. Si on regarde un tout petit peu plus loin, Antoine Glaser, Mali, Centrafrique, et demain
Déjà, vous avez vu cette volonté, comme la France n'a plus les moyens, déjà à une époque, on aurait mis 6 000, 10 000 hommes. Là, on ajoute 200, 300, 400 de plus, etc. Vous avez vu que alors, il va y avoir des petites forces au Tchad. Il y a on essaye à partir d'un certain nombre de soldats de les redispatcher. Mais il faut savoir dans quel but, pourquoi, est-ce que c'est un retour en arrière, quelle est la vraie stratégie. C'est vrai qu'on ne voit pas encore. Donc la préparation, vous êtes d'accord aussi il faudrait avec il faudrait un vrai débat sur la présence de la France en Afrique. Qui n'a pas encore eu lieu. Non. Merci Antoine Glaser pour votre éclairage sur la France-Afrique. Alors mardi, à l'Assemblée, justement, juste avant ce débat sur la France-Afrique, les questions au gouvernement ont été l'occasion d'une attaque de Manuel Valls contre Claude Goasguen. Le ministre de l'Intérieur a attaqué le député UMP et l'a accusé d'avoir été membre d'un mouvement d'extrême droite dans sa jeunesse. En réaction, les députés UMP ont quitté l'hémicycle et demandé des excuses. Jean-Baptiste Daoulas. L'opposition interroge Manuel Valls sur les débordements du week-end à Nantes. La question n'est pas posée par Claude Goasguen, mais c'est bien lui que le ministre de l'Intérieur interpelle. Face à cette extrême droite, eh bien nous répondons. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. L'opposition est indignée. L'UMP décide de quitter l'hémicycle pour dénoncer une attaque personnelle. Pour protester, le groupe va boycotter les questions au gouvernement. C'est pour mettre un coup d'arrêt à ce type d'attitude des ministres qui ne répondent pas aux questions et qui vont systématiquement sur le domaine de l'insulte. L'UMP demande des excuses, mais le gouvernement n'y est pas disposé. Le ministre de l'Intérieur reste droit dans ses bottes. Il faut que la droite soit responsable. La critique, elle est logique, mais il ne faut pas utiliser tous les sujets pour polémiquer de manière inutile, contre-productive. Le gouvernement accuse l'UMP de dramatiser l'incident à quelques semaines des élections municipales. J'ai l'impression qu'il y a là une posture préélectorale qui probablement explique davantage que la réalité de l'incident. Pas de quoi apaiser l'UMP, bien décidé à faire passer un message. Nous voulons dire au gouvernement que nous n'accepterons pas tout, qu'il a franchi des limites, que l'insulte n'a pas sa place dans l'hémicycle et qu'il faut que le gouvernement se ressaisisse. Mais le gouvernement va plus loin. Sa porte-parole estimait ce matin que c'est à l'UMP de présenter des excuses aux forces de l'ordre pour avoir remis en cause leur travail à Nantes. Et les députés UMP ont boycotté la séance des questions au gouvernement mercredi. Ont-ils eu raison, Nicolas Dupont-Aignan? Sans doute. Mais quel cours de maternelle, enfin quel spectacle au moment où les Français souffrent du chômage, de la baisse du pouvoir d'achat, de l'insécurité. Et M. Valls dépasse l'entendement. Un ministre peut-il s'en prendre comme ça, un député, lors des questions au gouvernement? Il n'est pas capable de rétablir l'ordre public dans notre pays. Il n'est pas capable d'assurer l'ordre public à Nantes. Et donc, il sème le désordre à l'Assemblée pour faire oublier ses responsabilités. Bien évidemment, mais toujours la même chose. Le gouvernement sent bien que les Français se détournent de lui, sent bien qu'il est totalement inefficace, et donc il n'a plus que l'idée de complaisance à l'égard de l'extrême droite. Voilà. Alors, il ne fait pas le ménage d'ailleurs sur l'extrême gauche, il laisse des casseurs faire n'importe quoi à Nantes, et donc il n'a que ce mot à la bouche, utiliser n'importe comment. Donc la gauche fait monter l'extrême droite, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est leur seule stratégie pour se maintenir au pouvoir. C'est leur seul logiciel. Et je vais vous dire, les Français vont sanctionner ça très violemment. Parce que on ne demande pas à des ministres d'insulter, de menacer, de dire ce qui peut être dit, ne peut pas l'être. Vous avez vu là d'ailleurs l'interview de M. Valls après. En gros, c'est lui qui doit décider ce qu'on a le droit de penser et de dire en France. On n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur, à ce point vouloir faire la police de la pensée, alors même qu'il n'est même pas capable de faire la police dans la rue. Jamais on a vu ça. Justement, la question du député UMP, à l'origine, c'était y a une différence de traitement entre l'extrême gauche et l'extrême droite par le gouvernement? C'est une évidence. Complaisance, pas complaisance. Il ne nomme même pas l'extrême gauche. Et il combat une extrême droite imaginaire et il ne nettoie même pas l'extrême gauche réelle. Donc ça suffit. Il faut arrêter. Et il faut surtout, mais j'aimerais leur dire, mais
Regardez ce qui se passe dans le pays. Allez voir les chômeurs. Allez voir les campagnes où les cambriolages ont explosé. Allez voir les gendarmes qui n'ont plus de moyens. Occupez-vous de ça, au lieu de continuer ça, cette façon de parler partout. Manuel Valls en tête des sondages partout. Pour l'instant. Attendez de voir. Éventuellement pour un poste de Premier ministre. Eh ben, bon courage. Avec ça, ce qu'il a fait, est-ce qu'il est encore crédible pour être Premier ministre? Ce sera aux Français de juger, au président de la République. Mais vous savez, bon courage, bonne chance. Moi, je ne crois pas qu'un pays qui souffre puisse se permettre l'invective et la division. Je pense qu'on a besoin de rassemblement et on a besoin de stratégie, de volonté, de courage. Mais bien sûr, comme il est incapable de régler les problèmes dont il est chargé, il sème la division par la provocation. C'est pas digne d'un ministre. On en a connu des comme ça dans le passé. Ça leur a pas réussi. Nicolas Dupont-Aignan, tout à l'heure, on avait dit nous allons parler du chômage, mais c'est l'heure. C'était mercredi, 18h, les chiffres du chômage sont tombés. Et encore une fois, les chiffres du chômage ne sont pas bons. Plus 8 900 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de janvier. Alors on va écouter le ministre du Travail, Michel Sapin. Il était l'invité de Questions d'Info sur LCP. Le chômage des jeunes a reculé en un an. Il a reculé en un an, de l'ordre de 20 000 jeunes en moins. Je souhaite que 2014 soit pour tous les chômeurs à l'image de ce que nous avons fait en 2013. Je souhaite qu'en 2014, le chômage recule en France. Ah voilà, c'est encore une nouvelle promesse de Michel Sapin, comme François Hollande l'avait tenue. Si j'ai bien compris, il souhaite échouer en 2014 comme en 2013. C'est ce que j'ai compris. Ça comme ça. En 2013, il a échoué et il nous dit on veut la même chose. Non mais attendez, tout ça n'est pas sérieux encore une fois, alors qu'on pourrait avoir des résultats sur le front du chômage, mais il faut changer de politique. Et moi je ne voudrais pas... la difficulté de la période présente, c'est que nos compatriotes sont totalement désespérés parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne peut pas changer les choses. Ils ont eu un gouvernement de droite, ils ont un gouvernement de gauche, c'est la même politique. Moi, je veux leur dire au contraire que sur le fond du chômage, on pourrait avoir 1 million de chômeurs en moins en 5 ans si on s'en donnait les moyens. Le pacte de responsabilité, par exemple Non, le pacte de responsabilité, c'est quoi? Mais ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous donner un seul chiffre. Un seul chiffre. Le pacte de responsabilité, allez, ça va être une baisse de charge de quoi? 5%? 6%? C'est estimé, oui. Oui, bon. Au même moment, M. Cameron, l'Angleterre, le Premier ministre japonais, le Japon, ont baissé la valeur de leur monnaie de 20 à 30%. Attendez. Mais justement, c'est le problème. Ouais. Je regardais les chiffres. Regardez sur Internet. Regardez les chiffres sur Internet. Depuis août 2012, je ne les ai pas amenés là, mais vous les retrouverez. Le dollar australien, moins 40%. La roupie indienne, moins 37% de mémoire. Le dollar canadien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays du monde qui réussissent dans la mondialisation, ceux qui réussissent, au début de l'émission, on me faisait passer là, Monsieur Leroux pour un dépassé, un ringard, passéiste. Ah, c'est curieux. Les pays qui font baisser le chômage dans le monde, le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, c'est curieux. Ils dévaluent leur monnaie pour gagner des parts de marché. Si on vous écoute, le problème c'est l'Europe et l'euro. Mais bien évidemment. Vous discutez des heures du pacte de responsabilité entre nous. Pourquoi on ne l'a pas mis en place depuis 22 mois? Non mais c'est extraordinaire, il est élu depuis 22 mois. Donc. Mais vous allez gagner... Attendez, mais bien évidemment, parce que vous allez gagner... Vous ne donnez même pas un espoir au pacte de responsabilité. Aucun. Vous allez gagner 5% de baisse de charge, 5%. Et au même moment, vos concurrents sont en train d'utiliser la bombe atomique pour conquérir des marchés. Je rencontrais un exportateur, là, hier, à l'Assemblée nationale. Un projet, je dirais pas le pays, d'1,5 milliard d'euros par une grande entreprise française à l'étranger. En compétition avec le Japon. Il me disait, c'est foutu. On est 200 millions au-dessus. Uniquement la valeur de la monnaie. Donc, vous avez une Europe qui est prisonnière de l'euro-marque, de Madame Merkel, qui a un pays en suicide démographique, qui n'a pas d'enfants à nourrir. Nous avons une jeunesse à nourrir. Vous avez vu l'article dans Le Monde sur les 200 000 jeunes qui a été faite? 61% des jeunes veulent se révolter. 46% estiment qu'ils n'ont aucun espoir. Oui, mais ils vont casser dans la rue. Parce qu'on va avoir des violences au mois de mai si ça continue. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner à notre jeunesse comme seul espoir le taux de chômage. Dans le sondage, vous avez vu aussi que c'est les théories de Marine Le Pen également qui veut aussi sortir de l'euro. Oui, M. Chevènement et de beaucoup d'autres gens. Et vous avez vu que les Français ne sont pas d'accord avec cela. Pour l'instant, mais le rôle d'un homme politique, c'est quoi? C'est de suivre les sondages et de dire aux Français, c'est le rôle d'un homme politique et c'est mon rôle, c'est de dire aux Français, voilà, si on veut résoudre nos problèmes,
il faut sortir de l'euro au plus vite. Sinon, ce sont vos salaires qui vont baisser de 20%. Et ça a commencé. Regardez les entreprises. On fait baisser les salaires. De toute façon, il n'y a pas de 50 solutions. Soit vous avez une dévaluation de la monnaie comme tous les pays du monde le font, sauf l'Allemagne, soit vous aurez la baisse des salaires, la récession, l'austérité et les troubles sociaux en France. Et là, je le dis de manière très grave. Il y a urgence à agir, à changer de politique. Et l'UMP, d'ailleurs, comme le PS, en sont incapables. Donc il faut proposer une autre politique. On va poursuivre justement, Nicolas Dupont-Aignan, avec le salon de l'agriculture. C'est le rendez-vous des agriculteurs, mais aussi et surtout un passage obligé pour tous les hommes et femmes politiques. François Hollande samedi, Jean-Marc Ayrault lundi, tout comme Jean-François Copé, Marine Le Pen aussi mardi. La présidente du Front National, justement, qui en a profité pour critiquer une fois de plus l'Europe et le traité transatlantique. Écoutez-la. C'est un électorat qui est en train de comprendre qu'il est le grand perdant de la mondialisation sauvage, de l'ultralibéralisme, des accords de libre-échange qui se multiplient, et alors même que la classe politique est dans l'incapacité de répondre aux préoccupations qui sont celles des agriculteurs et qui sont de plus en plus nombreuses, il faut le dire. Le salon de l'agriculture, est-ce vraiment le bon lieu pour parler d'Europe? Parce qu'on sait que les agriculteurs en France vivent notamment des aides de la PAC, la politique agricole commune, des aides européennes. Bien sûr, moi j'y étais mardi aussi, comme tous les ans. On voit d'ailleurs sur quelques images. Bien sûr, mais c'est pas l'Europe qui aide les agriculteurs. C'est pas l'Europe, c'est de l'argent français. Puisque je vous rappelle que nous donnons 7 milliards de plus que nous recevons. Donc c'est de l'argent français qui part à Bruxelles et qui redescend. Mais moi je suis pas hostile, je suis pas comme Madame Le Pen là-dessus. Je pense qu'il faut garder une politique européenne agricole. En revanche, il faut remettre en place une politique régulée, organisée. Et il y a une décision très simple sur l'agriculture, je ne vais pas être long, c'est que Monsieur le maire, comme Monsieur Le Foll, qui sont en fait les petits télégraphistes de Bruxelles, ont accepté la suppression des quotas laitiers et la libéralisation du prix du lait, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos éleveurs sont en très grande difficulté. On vous voit là sur les images, hein, vous étiez également présent mardi au Salon de l'Agriculture. Vous étiez notamment, les gens viennent vous voir aussi sur ce qu'on appelle Made in France, hein, sur les spécificités très françaises. Le monde agricole aujourd'hui, c'est un monde en crise selon vous? Mais c'est un monde... il y a deux mondes d'ailleurs agricoles, attention. Qu'est-ce que vous avez entendu? Il y a le monde des éleveurs. Ce que vous avez entendu sur place, c'est quoi? C'est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'élevage est sacrifié dans notre pays et que l'on va devenir importateur de lait, que la grande distribution et l'industrie laitière sont en train d'asphyxier nos éleveurs en payant le lait à un prix inférieur au coût de production. Donc ça ne peut pas durer. J'ai vu des gens désespérés, vous avez un suicide tous les 2 jours d'agriculteurs en France, dans l'indifférence générale. Alors ils viennent tous parler au salon de l'agriculture, mais il y a des mesures à prendre. Il n'y a pas de fatalité. Et j'ai vu encore une fois, c'est ça qui est très dur, en tout cas pour moi et pour beaucoup de responsables politiques, c'est que comme on a été mal gouverné par différentes équipes, les agriculteurs que j'ai vus me disent on n'y arrivera plus, c'est fini, on va fermer. Eh bien non, on peut très bien. Pourquoi le Canada réussit à protéger ses éleveurs? Pourquoi la France et l'Allemagne ont réussi à le faire dans les années 80, et pourquoi aujourd'hui nos responsables ont cédé? Encore une fois, pour vous, le malaise, le problème, c'est l'Europe. Bien sûr, c'est... Et pourtant, l'Europe aide les agriculteurs, ce que disait Marion tout à l'heure. La manière dont l'Europe est gérée, parce que les gouvernements... C'est complètement différent, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, c'est différent, mais j'ai toujours été clair. Je veux une Europe des nations libres et des projets. Et je dis que les gouvernements français se sont écrasés, couchés devant Bruxelles. Ils ont confié le pouvoir à des gens non élus, et ils subissent cela. Il y a un moment où la France doit dire stop. Ça ne veut pas dire se refermer, ça veut dire au contraire... Ça veut pas dire sortir de l'Europe, sortir de l'euro, etc. Ça veut dire sortir l'Union européenne de l'Europe. C'est différent ce que je dis. Ça veut dire qu'on pourra sauver l'Europe si on se débarrasse de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et qu'on recrée une Europe des coopérations, c'est-à-dire d'alliances de pays à 4 ou 5 sur des sujets précis. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est pas contre l'Europe, c'est contre la manière dont on dirige l'Europe aujourd'hui. Il nous reste encore quelques petits points à voir pour cette semaine, notamment jeudi, les révélations du magazine Le Point qui ont l'effet d'une bombe sur l'affaire Copé. C'est le magazine Le Point donc qu'il annonce à la une Jean-François Copé, le président de l'UMP. Aurait-il fait profiter à ses proches de contrats de communication, entre autres sur les fonds du parti? On voit tout ça avec Elsa Munda-Kara. Le Point l'a baptisé l'affaire Copé. Selon l'hebdomadaire, Jean-François Copé aurait privilégié une agence de communication lors de la campagne présidentielle de 2012, la société Big Malion,
fondée par des proches du président de l'UMP. 8 millions d'euros auraient été payés à une filiale de cette entreprise pour différentes prestations. Elles auraient été largement surestimées, comme ces 76 523 euros facturés pour un meeting dans une ville de 17 000 habitants. Au cours de cette enquête, nous avons récupéré des factures de la filiale événementielle de Big Malion pendant la campagne. Et nous avons soumis ces factures à un certain nombre de spécialistes du domaine, de spécialistes de l'événementiel, et qui ont détecté sur certains postes des prix, le double des prix habituels, et en globalité des surcoûts de 20%. Jean-François Copé rejette les accusations du Point et porte plainte pour diffamation. C'est un coup monté totalement, de manière absolument ignoble, c'est extrêmement grave, c'est un tissu de mensonges et tout cela donnera lieu évidemment à une réponse devant les tribunaux. Il y a derrière ça un homme, Franz-Olivier Gisbert, qui depuis des mois et des mois nous attaque, Nicolas Sarkozy comme moi-même, pour nous détruire. Bastien Millot, cofondateur de Big Malion, s'est exprimé sur Europe 1, radio où il assure une chronique. Je pense qu'il y a eu peut-être la volonté de taper ou de faire un scoop qui a pris le pas sur la volonté d'être peut-être un peu plus transparent, un peu plus, on va dire, méthodique. Toujours selon Le Point, ces dépenses en communication auraient été supportées en majorité par le parti et non par le candidat Sarkozy. 5 des 8 millions d'euros en question. C'est une question presque traditionnelle, mais à qui profite le crime? Oh, j'en sais rien. Moi, je pense aux militants UMP. J'ai été à l'UMP. Je sais qu'il y a encore beaucoup de militants sincères et d'adhérents, d'ailleurs souvent avec un esprit gaulliste. Et je pense à eux parce que savoir qu'ils donnent de l'argent et qu'après cet argent est dépensé comme cela, on peut s'interroger. Je ne dis pas que c'est illégal ou légal. Ça, ils feront leur ménage. Ils feront leur ménage ensemble. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai fait une campagne présidentielle avec 1 million d'euros et que pendant ce temps-là, l'UMP, pour des meetings uniquement, dépensait 8 millions d'euros. Vous aviez des suspicions à l'époque ou pas? Non, mais j'ai pas à avoir de suspicion. Que l'UMP règle ses problèmes, c'est pas à moi d'intervenir. Ce que je veux dire... l'UMP, Lionel Tardy dit que tout le monde savait. Mais moi, je suis pas à l'UMP depuis maintenant 2007. J'ai quitté l'UMP justement parce que je n'aimais pas le mode de fonctionnement de ce parti, au-delà des idées sur l'Europe. J'ai un chemin plus difficile. On a 1000 fois moins d'argent, mais au moins on a nos convictions. Et j'invite d'ailleurs les électeurs de l'UMP aux européennes à voter en fonction de leurs convictions, parce que je présenterai des listes et j'espère qu'ils verront la différence. Il y a encore un avenir, l'UMP, aujourd'hui? Mais sûrement. Le problème de l'UMP, c'est un problème de fond, on le voit sur les européennes. Il est tiraillé entre une vision, par exemple, fédéraliste, centriste, et puis une vision plus nationale, souverainiste. Et vraiment, j'appelle pour les européennes, les électeurs qui pensent comme moi, ils peuvent rester à l'UMP, mais à voter pour nos listes. Mais non, parce que c'est important. Le message est passé, voilà. C'est important. Non, mais on ne peut pas continuer avec ces deux grands partis, Parti socialiste et UMP, qui ont un fonctionnement très clanique, avec beaucoup d'argent public, parce que tout ça, c'est de l'argent public. Vous avez l'UMPS comme Marine Le Pen aussi? Il y a un problème de deux partis qui dirigent. Et si Madame Le Pen est si haut, c'est pas par hasard. Et moi, justement, je me bats pour qu'il y ait un patriotisme républicain, tranquille, qui existe. D'ailleurs, j'ai été comblé parce que j'ai vu qu'Henri Guénaud a dit qu'il ne voterait pas pour M. Lamassoure en Ile-de-France, donc c'est un bon point. Mais au-delà de ça, Henri Guénaud a dit, ce que je pense, c'est qu'il faudrait reconstituer un vrai parti, gaulliste, patriote, apaisé, sans les défauts du Front National, mais sans l'esprit qui règne aujourd'hui à l'UMP. On a entendu votre appel donc à Henri Guénaud. Entre autres, Henri Guénaud. Cette semaine, le plus de l'hebdo s'intéresse au portrait de Christophe Blocher. Christophe Blocher, c'est le leader de la principale formation politique helvétique, l'Union démocratique du Centre. Jean-Stéphane Bron l'a suivi en 2011. Il en a fait un film, le portrait du plus grand leader populiste et nationaliste européen, Simon Barbary. Voiture sillonne la campagne helvétique, un trajet sinueux à l'image du parcours politique de son passager, Christophe Blocher, l'un des plus grands leaders populistes et nationalistes européens. Le documentaire L'expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron, en salle actuellement, retrace l'irrésistible ascension de ce fils de pasteur, devenu milliardaire et homme politique de premier plan, au point de conquérir près d'un tiers de l'électorat suisse. Vous dites
Pour imposer un thème dans la société, il faut savoir élever le niveau de provocation. Un pied au gouvernement, un pied dans l'opposition. Moitié homme d'État, moitié chef de parti. Vous jouez la stratégie de la tension. En moins de 20 ans, son parti, l'UDC, l'Union démocratique du centre, a réussi à imposer son europhobie et sa xénophobie dans la société helvétique. De sa première victoire en 1992 avec le refus de la Suisse d'adhérer à l'espace économique européen. Le documentaire tourné en 2011 évoque aussi de manière inattendue l'histoire immédiate, le référendum du 9 février dernier contre l'immigration de masse. Dat is zo'n rechte brokken voor die. Met etwa 140.000 Unterschriften, ganz lange, längst. Les nombreux silences de Christophe Blorer aux questions du documentariste, ajoutés aux effets de style de sa mise en scène, conduisent à un portrait psychologique du politicien. Le fond de sa pensée politique est alors relégué au second plan, original, mais pas forcément plus pertinent. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les positions européennes, notamment de Christophe Blorer ? Pourquoi devrais-je me reconnaître dans ces positions? Vous savez, moi je crois... Le non à l'euro, la fermeture des frontières de la Suisse. Moi je crois que le monde tel qu'il est gouverné, qui n'est plus gouverné en fait, par les hommes politiques, que la démocratie est en péril, et quand on n'est plus gouverné et que c'est la jungle, eh bien obligatoirement arrivent des leaders plus nationalistes. Et quand il n'y a pas un patriotisme serein, apaisé, et qu'on n'est pas bien gouverné, eh bien obligatoirement arrivent des excès. Alors, sur la Suisse, pour être clair, que la Suisse veuille contrôler ses frontières, ça ne me choque pas. Vous avez salué cette décision, ce référendum. Bien sûr, parce que c'est pas la fermeture. On ne peut pas continuer, moi j'habite en banlieue, les premiers d'ailleurs qui me demandent de contrôler les frontières, ce sont les enfants de l'immigration. On ne peut pas continuer à avoir la jungle. Hier, j'étais dans une entreprise dans Seine-Maritime, ils ont reçu un fax marqué vous voulez embaucher des travailleurs roumains, polonais, ça sera 2 fois moins cher, c'est légal, téléphonez-nous. On ne peut pas continuer comme ça. Là, en Suisse, ce seront les frontaliers français les premiers touchés. Mais non, c'est pas du tout ça. En Suisse, ils demandent quoi? Légitimement, de contrôler les frontières. Mais c'est très simple, moi je vais vous dire ce qui va se passer. Soit les républicains, c'est-à-dire les gens apaisés, raisonnables, contrôlent les frontières, développent l'économie, offrent du boulot aux jeunes. Soit ce seront des nationalistes plus dangereux. Vous ne considérez pas comme nationaliste, vous? Mais comment pourrais-je être considéré? Je suis patriote, gaulliste, je crois à la République. La démocratie n'existe qu'au niveau national. On en a la preuve aujourd'hui. On a créé un système sans frontières, qui est un système d'esclavage, de nivellement par le bas, de pauvreté de masse, de misère, d'absence d'emploi pour les jeunes. C'est ça le résultat de tous les traités signés par le PS, l'UMP, les Verts, les centristes, au nom de la belle Europe. Moi j'aime l'Europe, mais j'aime l'Italie quand elle est italienne, la France quand elle est française. Je veux une Europe des peuples, libre, et qui travaillent ensemble sur des projets. Ce que font tous les pays du monde. On interdit à la France de faire ce que fait le Maroc, Israël, la Corée, la Malaisie, etc. On vit hors du temps. Tout ça parce qu'il y a une petite classe, pardonnez-moi, à Paris, qui est internationaliste, qui ne vit pas les souffrances. Et le jour où Claire Chazal sera remplacée par une Roumaine payée 10 fois moins, et j'attaque pas du tout Claire Chazal, tout d'un coup, les grands présentateurs et les grands éditorialistes français découvriront ce que c'est que l'Europe. Moi, je demande simplement à ce qu'on ait un patriotisme apaisé et que la France puisse se développer comme se développe la Corée du Sud ou l'Angleterre de M. Cameron. Et vous verrez que s'il n'y a pas rapidement chez les Républicains une reprise en main des choses, eh bien ce seront des gens plus sulfureux, qui ne correspondent pas à l'idée que je me fais de la République, qui viendront. Mais de grâce, ne confondez pas les patriotes républicains comme moi avec ceux qui font excès. Voilà, le message là aussi, encore une fois, est passé. Merci beaucoup. Cas, c'est ce que je suis. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être venu dans notre émission Parlement Hebdo. La semaine prochaine, on change un petit peu le concept. On fait, à partir de la semaine prochaine, une spéciale élection municipale Hebdo, jusque fin mars, avec les résultats des élections municipales. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nicolas. Merci à vous.